Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 3 mai 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Et oui, encore une autre, on est rendu à 159. Je pense que la semaine prochaine, on va être rendu à 160 épisodes. Bon, il y a un petit peu au début, il y avait un petit peu d'autres émissions, mais quand même, ça avance à un bon rythme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère en premier que vous avez passé une belle semaine. Moi, ce que j'ai fait, de ce temps-ci, je suis pas mal un gros consommateur de Twitch. Je regarde les experts jouer à des jeux, puis c'est vraiment intéressant de voir probablement leur setup, leur configuration de PC. C'est complètement malade. C'est ça que je trouve un peu compliqué versus console. Mais bon, moi, je joue à des petits jeux plus tranquillos. Ben, pas tranquillos, mais moins gourmands, disons. Puis de ce temps-ci, je navigue sur Project Zomboid, qui est un petit jeu de survie. Ben, un gros jeu de survie avec des zombies. Et si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est sur Steam. C'est à peu près un 20$ prix régulier, une vingtaine de dollars canadiens. Peut-être 15 € en Europe pour mes amis de l'Europe. Sachez que, allez le voir, mais sachez que vous allez mourir à chaque fois. Fait que c'est pas compliqué, c'est de durer le plus longtemps, mais ça peut être vraiment frustrant ce jeu-là. Ça peut être vraiment frustrant, mais on devient comme un petit peu addict à ça. Vraiment efficace. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 intègre des publicités dans le menu Démarrer. Voici comment les désactiver. Si vous avez allumé votre PC sous Windows 11 au cours de ces derniers jours, vous avez peut-être vu Windows Update se manifester. Et après l'avoir testé très rapidement auprès des membres Insider, Microsoft vient en effet de pousser une nouvelle mise à jour sur Windows 11 qui risque de faire grincer quelques dents. Cette mise à jour inaugure quelques améliorations, mais introduit surtout de nouvelles publicités au sein du menu Démarrer. Et je les cite, nous essayons à présent des recommandations pour vous aider à découvrir d'excellentes applications du Microsoft Store au sein de la section recommandées dans le menu Démarrer, indiquait il y a quelques semaines Microsoft sur son blog. Concrètement, jusqu'à maintenant, Microsoft se contentait simplement d'afficher des recommandations et suggérait les applications récemment installées ou les documents récemment ouverts sur le PC dans le menu Démarrer sous l'intitulé Recommandé. Cette option qui se trouve dans les paramètres de personnalisation associés au menu Démarrer était d'ailleurs nommée Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc. Et bien à présent, cette option a vocation à être remplacée par une nouvelle version dont l'intitulé ne laisse plus aucune place au doute. Celui-ci a été renommé Afficher les recommandations pour les conseils, les promotions d'applications, etc. Et c'est là que le bas blesse. Microsoft a effectivement prévu de promouvoir des applications disponibles sur le Microsoft Store directement dans le menu Démarrer de votre PC. Cette mise à jour, qui reste pour l'heure optionnelle, devrait être déployée à grande échelle auprès de tous les utilisateurs de Windows 11 au cours des prochaines semaines. Fort heureusement, ces recommandations peuvent être assez facilement désactivées. Alors voici comment faire. Commencez par ouvrir les paramètres de Windows 11. Et bien pour ce faire, vous pouvez utiliser directement le raccourci Windows plus I. Sélectionnez ensuite Personnalisation dans la colonne de gauche. Une fois dans les options de personnalisation de Windows 11, entrez dans la section Démarrer. Repérez ensuite la ligne Afficher les recommandations pour les conseils, les promotions d'applications, puis désactivez l'option. Les recommandations affichées dans le menu Démarrer ne devraient à présent plus être affichées. Windows 11 installé, le système sur un PC non compatible se fait en un clic. Lors de l'annonce de Windows 11, Microsoft tempère l'enthousiasme des utilisateurs impatients en dévoilant la configuration minimale requise pour installer la nouvelle version de son système d'exploitation. Parmi les exigences, la présence d'une puce TPM dans le processeur laisse sur le carreau bon nombre de personnes, notamment les propriétaires d'Intel de 7e génération Kaby Lake et des AMD Ryzen série 1000. Pourtant largement capables, ils sont déclarés incompatibles malgré les protestations. Au fil du temps, la firme de Redmond ajoute des processeurs à la liste de ceux compatibles avec Windows 11 et en profite pour en retirer d'autres. Mais beaucoup n'attendent pas ces annonces officielles et les méthodes pour installer Windows 11 sur un PC
PC non supportés se multiplient. Les premières assez complexes ne sont pas forcément à la portée de tous. Il ne faut cependant pas attendre bien longtemps avant que d'autres émergent, plus simples à mettre en place. La dernière en date est probablement la plus accessible. La méthode a été découverte par Bob Pony, habitué à partager ses trouvailles sur Windows et publié sur X. Ici, pas de script à exécuter ou de ligne de commande à entrer. Pour installer Windows 11 sur un ordinateur ne répondant pas aux exigences matérielles de Microsoft, eh bien, il suffit d'un clic. Toute l'astuce réside dans le choix de la version du système à installer. Lorsque vous devez la sélectionner, prenez Windows 11 IoT Enterprise. En faisant cela, la configuration minimale requise est totalement ignorée et le processus se poursuit sans encombre. G7 Windows IoT Enterprise est une version complète de Windows Enterprise qui fournit une facilité de gestion et une sécurité d'entreprise aux solutions IoT, lit-on sur le site de Microsoft. Ce qu'il faut surtout retenir cependant, c'est que Windows IoT Enterprise partage tous les avantages de l'écosystème Windows mondial. Il s'agit d'un fichier binaire équivalent à Windows Enterprise. Vous vous retrouverez donc avec une version totalement fonctionnelle, même pour un usage privé, pratique pour redonner une seconde jeunesse à un vieux PC, par exemple. Windows 11 encore toujours, la compression native en TAR et 7Z est enfin possible. Et oui, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, fini de dépendre de logiciels tiers pour compresser vos fichiers. Les utilisateurs de Windows 11 vont bénéficier d'une avancée notable en matière de gestion des archives. Les versions 22H2 et 23H2 introduisesent en effet la compression native des formats TAR et 7Z directement au sein de l'explorateur de fichiers. Alors, plus besoin de télécharger WinRAR, ça c'est difficile à dire, ou 7-Zip. Un simple clic droit sur vos fichiers vous permettra de les compresser. Sélectionnez Compresser vers, puis choisissez le format désiré, TAR ou 7Z. Pour plus d'options, cliquez sur Autre option et affinez le taux de compression. Une bonne nouvelle, surtout après l'ajout du support natif des fichiers rares l'année dernière. Inutile d'attendre la version finale. La dernière version bêta de Windows 11 cache déjà cette fonctionnalité. Grâce à un outil gratuit et un peu d'astuce, vous pouvez l'activer dès aujourd'hui. On précise tout de même que Microsoft n'a pas encore officiellement annoncé cette nouveauté pour la version stable, mais on se souvient de l'arrivée rapide des publications dans le menu démarrer, on en a parlé tout à l'heure, et des widgets sur l'écran de verrouillage initialement aperçus en version bêta. Voici comment activer la compression TAR et 7Z dans la version bêta de Windows 11. Je ne vous donnerai pas le détail en audio, allez voir l'article parce que c'est un petit peu détaillé. Mais le but, c'est de télécharger un outil qui s'appelle ViveTool sur GitHub et vous l'installer sur votre ordinateur. Et après ça, vous allez faire une commande avec ça qui va vous permettre d'activer, vous redémarrer votre ordinateur à la fin de tout ça. Eh bien, la manipulation vous permet de profiter de la compression native dès maintenant sans attendre la mise à jour officielle. Si vous n'avez pas d'urgence, attendez donc la mise à jour officielle. La future mise à jour bêta de Windows 11 apporte également d'autres améliorations. Une barre d'adresse plus performante dans l'explorateur de fichiers, le retour du bouton Afficher le bureau dans la zone de notification et de nouvelles publicités dans le menu Démarrer. Apple, un événement spécial le 7 mai pour les iPads. Apple confirme la tenue d'un nouvel événement le 7 mai 2024 à 16h. L'invitation est disponible sur le site officiel du fabricant, évoque un événement appelé Let Loose et dévoile une pomme colorée. Cette dernière est traversée par une main tenant un crayon, un stylet qu'Apple propose avec ses iPads. Après une année 2023 particulièrement calme, on devrait en savoir plus sur l'avenir des iPads lors de cette keynote. Les iPad Pro embarqueraient des nouvelles dalles OLED dans des versions de 11 et 13 pouces. Cette évolution s'accompagnerait d'un repositionnement à l'horizontale de la caméra frontale. À l'intérieur, on attend une mise à jour technique avec l'intégration de la puce M3. J'ai même entendu de la puce M4, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans les prochaines versions, pour améliorer les performances de la tablette. C'est quand même fou d'avoir des puces puissantes comme ça sur une tablette. Enfin, Apple
Apple pourrait accompagner ses ardoises d'un nouveau Magic Keyboard et d'un nouvel Apple Pencil. Le stylet était le seul produit en lien avec l'iPad à avoir connu une mise à jour en 2023. Cet événement devrait aussi permettre de mettre à jour l'iPad Air. Les évolutions techniques seraient plus minces, même si on peut s'attendre à l'arrivée de la puce M2. Un nouvel iPad Air grand format de 12,9 pouces pourrait également voir le jour et ce modèle pourrait hériter de la dalle mini LED actuellement proposée sur les grands iPad Pro. Un schéma assez logique chez Cupertino qui pourrait aussi retravailler la connectivité de sa tablette et sa partie photo. Avec toutes ces améliorations, une hausse des prix n'est pas à exclure sur cette nouvelle génération d'iPad. En revanche, il ne faut pas attendre de nouveaux iPad 11 ou iPad mini 7. Dommage, ces tablettes plus abordables ne devraient pas débarquer avant l'automne. Toutes ces informations devront être confirmées le 7 mai prochain, à un horaire inhabituel pour Apple. L'annonce aura lieu à 16h et non 19h, ce qui suggère un nouveau format pour la présentation. Il sera possible de suivre l'événement depuis le site Apple, l'Apple TV ou sur YouTube. Pour rappel, Apple organisera aussi sa conférence WWDC 2024 du 10 au 14 juin 2024. Apple arrête la production du Vision Pro. Les ventes s'effondrent. Les rumeurs étaient déjà pessimistes sur les ventes de Vision Pro ces derniers jours et Apple semble avoir réagi. Le journaliste de l'agence Bloomberg, M. Mark Gurman, annonçait une baisse des ventes allant de plusieurs modèles par jour à quelques exemplaires par semaine à peine. Un autre analyste très connu a pris la parole concernant le Vision Pro. Il s'agit du Taïwanais Ming-Chi Kuo. Ce dernier explique qu'Apple a coupé la production de son casque de réalité mixte. Dans son rapport sur le sujet, Kuo annonce que la production des puces est arrêtée pour 2024. Apple serait même en train de reconsidérer la suite de son projet autour de l'informatique spatiale. Il précise néanmoins qu'un autre modèle de Vision Pro est toujours en cours de développement du côté de Cupertino sans donner beaucoup plus de détails sur ce dernier. La demande autour du Vision Pro s'est effondrée ces dernières semaines alors qu'Apple misait sur une première année de commercialisation clôturée autour des 700 000 à 800 000 ventes. La marque à la pomme ne tablerait aujourd'hui plus que sur 400 000 ou 450 000 ventes. En sachant que plus de 200 000 ventes ont été effectuées au cours de la seule première semaine. Cette euphorie générale des premiers jours aura donc représenté près de 50% des ventes de l'Apple Vision Pro. Alors qu'Apple était jusqu'à présent pressé de sortir une seconde version de l'Apple Vision Pro à l'international, cela ne serait plus le cas aujourd'hui. Le projet aurait été repoussé à la fin d'année 2025. Il pourrait encore reculer à l'avenir en fonction des préoccupations d'Apple cette année. La question derrière l'échec commercial du Vision Pro est plus généralement celle de la réalité virtuelle, longtemps vue comme l'évolution logique de nos smartphones avec un monde augmenté rempli de data et d'informations autour de nous. Aujourd'hui, la réalité virtuelle augmentée ou mixte semble proposer plus d'inconvénients que d'avantages. Les utilisateurs ne sont pas convaincus et si l'Apple Vision Pro n'était pas produit par l'entreprise la plus importante du monde, ce casque serait sans doute resté un bijou technologique réservé à une élite technologique qui recherche ce qui se fait de mieux avant tout le monde. Le grand public n'est toujours pas converti à la réalité virtuelle et alors que nos sociétés modernes sont les premières à critiquer le temps passé devant les écrans, elles se refusent à essayer des alternatives qui incluent un peu mieux la technologie dans notre vie de tous les jours. YouTube voudrait afficher des publicités même pendant la pause. YouTube a renforcé sa position de géant de la publicité en ligne durant les 3 premiers mois de l'année en annonçant 8,1 milliards de dollars de revenus publicitaires, plus 21% d'une année sur l'autre. Et ce résultat ne tient pas compte des revenus tirés des abonnements YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV, ayant engrangé 15 milliards de dollars l'an dernier quand même. Le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube pèse environ 10% de l'ensemble des revenus générés par Alphabet. La bonne fortune de la plateforme vidéo provient aussi probablement de la chasse aux bloqueurs de pub, une politique que l'entreprise n'a cessé de renforcer ces derniers mois et qui pousse les internautes soit à désactiver leurs bloqueurs ou soit à s'abonner à une formule payante. Et YouTube trouve toujours des moyens pour fourrer davantage de réclames.
Mon Dieu, c'est un terme français, hein, pour fourrer davantage de réclames. Sa dernière trouvaille, excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Sa dernière trouvaille est bien afficher de la publicité lorsque l'utilisateur met la lecture sur pause. Et oui, la publicité apparaît après l'appui sur le bouton pause à côté de la vidéo transformée en vignette. Un premier test sur des télés connectées a été réalisé et manifestement, les résultats sont encourageants pour les finances du groupe. Philippe Schindler, vice-président de Google et directeur commercial, a expliqué durant les résultats trimestriels que ces publicités pendant les pauses généreraient, et je cite, de solides résultats en termes de renforcement de la marque et qu'elle jouissait d'une tarification premium de la part des annonceurs. Il n'est pas allé jusqu'à dire que cette nouveauté sera imposée à l'ensemble des utilisateurs, mais visiblement, c'est très tentant. Voilà en tout cas qui pourrait bien pousser davantage d'utilisateurs à tenter l'aventure des bloqueurs de pub. C'est officiel, Threads a fait mieux que X, anciennement Twitter. Si le lancement de Threads en juillet 2023 ne récoltait pas tous les suffrages il y a quelques mois, le réseau social de Mark Zuckerberg, bonjour M. Zuckerberg, vient de dépasser X, anciennement Twitter. Le rachat d'Elon Musk a eu des conséquences négatives et durables sur les affaires de l'oiseau bleu. Les changements de modèle économique et de modération du milliardaire américain auraient fait perdre près de 25% de sa valeur à l'entreprise, fondée en 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. À l'inverse, Threads n'a eu de cesse de gagner en popularité. Moins d'1 an après son lancement sur le marché mondial, le concurrent de Twitter a gagné plus 55% d'audience rien qu'aux États-Unis, passant de 18 à 28 millions d'utilisateurs quotidiens. Des chiffres exponentiels qui surpassent de loin X et ses 150 millions d'utilisateurs mensuels revendiqués. Il y a quelques années encore, Twitter était le symbole de l'agora publique, un lieu où chacun pouvait faire entendre sa voix, peu importe son rang ou son statut social. La plateforme accusait évidemment de sérieuses limites. En plus de ne pas être rentable sur le plan économique, le réseau social rêvé par Jack Dorsey a rapidement atteint ses limites en subissant la toxicité des internautes les plus véhéments et la prolifération de bots. Lorsqu'Elon Musk rachète l'entreprise à la fin de l'année 2022, cette dernière a déjà subi de plein fouet 6 mois de polémique autour d'un rachat aux airs de coûts de communication ratés. Les déboires légaux du milliardaire américain passionnent un court temps, mais n'offrent pas vraiment bonne presse à l'entreprise. Pas plus que les décisions coup de poing qu'officialise le nouveau patron de Twitter. À peine installé, Elon Musk revoit en profondeur le modèle économique de son nouveau jouet. Promet la fin des bots et une liberté d'expression totale, mais au final très relative. Il réhabilite aussi les comptes de certaines figures polémiques à l'image de Donald Trump. Flanqué d'une ambiance de plus en plus toxique, les internautes délaissent progressivement la plateforme de microblogging pour lui préférer celle de son concurrent. Autres avantages notoires en faveur de Threads, le réseau social ne propose pas pour l'instant de publicité. Il nécessite un simple compte Instagram pour s'inscrire, ce qui facilite grandement l'accès à la plateforme. Avec 450 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, Threads peut espérer atteindre le milliard d'internautes mensuels d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, le groupe revendique 3,2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Meta lance un programme de bonus pour les créateurs sur Threads. Depuis quelques jours, de nombreux comptes Threads font état d'un mystérieux programme de bonus. Meta a levé le voile sur cette opération qui a débuté en phase de test dès le mois de mars. Pour l'heure, seuls les créateurs américains triés sur le volet peuvent y prétendre. Mais si l'expérience s'avère concluante, le groupe n'exclut pas d'étendre le dispositif à d'autres régions. Par ailleurs, les conditions pour décrocher ces bonus varient d'un créateur à l'autre. Parmi les critères retenus, on retrouve le nombre de publications et leur performance en termes de vues. Pour être éligible, une publication devra ainsi générer au moins 2500 vues sans recourir à des vues boostées artificiellement. Le contenu devra également être original, sans watermark d'autres plateformes comme TikTok ou YouTube et ne pas faire l'objet d'un partenariat de marque. Meta entend bien garder la main sur la qualité des publications récompensées. Pas question donc de laisser proliférer les contenus sponsorisés
sponsorisé ou le matériel protégé par des droits d'auteur. Ainsi, les créateurs devront scrupuleusement respecter les règles des bonus Instagram et les conditions générales du programme de monétisation. Pour toucher leur dû, les participants devront atteindre un montant minimal de gains consultables sur leur tableau de bord professionnel. En deçà de ce seuil, il n'y aura pas de paiement, mais vous avez la possibilité de participer à une prochaine opération bonus sur invitation. De quoi encourager les créateurs à redoubler d'efforts pour bâtir leur audience sur Threads. Et pour donner plus d'argent à Mark Zuckerberg, petite parenthèse personnelle, ce programme de bonus est une aubaine pour les créateurs en quête de nouvelles sources de revenus. Mais c'est aussi un levier de croissance majeur pour Threads. En attirant les influenceurs avec la promesse de récompenses alléchantes, eh bien, le réseau social espère générer un cercle vertueux. Plus de contenu de qualité implique plus d'engagement des utilisateurs, plus de temps passé sur la plateforme. À noter que cette stratégie a fait ses preuves sur d'autres réseaux comme TikTok ou Snapchat, où les programmes de rémunération des créateurs ont joué un rôle clé dans l'explosion des usages. Reste à savoir si Threads parviendra à reproduire ce succès et à s'imposer comme la nouvelle destination incontournable pour les influenceurs. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Elon Musk lance XTV pour concurrencer YouTube. Le patron de Tesla et SpaceX a racheté Twitter des mains de Jack Dorsey, contraint et forcé par la justice américaine. Depuis cette transaction très discutée, bien, l'homme d'affaires œuvre à transformer le réseau social qui fêtera bientôt quand même ses 20 ans. Nouvelle identité visuelle, nouveau nom et l'arrivée d'une formule payante. Le petit oiseau bleu est métamorphosé et cela ne plaît pas évidemment à tout le monde. Mais Musk n'a jamais caché ses ambitions pour la plateforme, qu'il veut l'épicentre des habitudes de consommation de ses utilisateurs. Si la vidéo représente encore une tranche minime des contenus partagés, le patron a bien l'intention de les remettre sur le devant de la scène. Il faut dire que la possibilité de publier de longs formats compte parmi les fonctionnalités qui pourraient motiver les utilisateurs qui ne paient pas à passer à la formule premium. Néanmoins, malgré ses efforts, la vidéo longue continue d'être minoritaire. Elon Musk a ainsi trouvé la solution à son problème, la création d'une application dédiée. Il y a quelques jours, X a défini les contours de son nouveau projet baptisé XTV. À la manière des applications YouTube ou Dailymotion proposées sur les télés, elle mise sur des menus déroulants, précisément deux. Le premier évoluera autour des recommandations basées sur les abonnés des utilisateurs, tandis que le second compilera les vidéos tendances. Grâce aux outils de machine learning, les algorithmes seront également capables de classer les contenus selon leur thématique. La firme annonce aussi une expérience entre les plateformes cross-platform. Il sera possible de commencer le visionnage sur son téléphone pour le continuer sur l'application télé. Pour l'heure, la date de lancement n'a pas été officialisée. La PDG de l'entreprise, Linda Yaccarino, Madame Yaccarino, affirme que les équipes travaillent encore à sa conception. X promet néanmoins que son déploiement sera massif, qu'il concernera la plupart des téléviseurs connectés. À noter que pour marquer ce lancement prochain, X a noué des partenariats avec des créateurs. Ce sera l'occasion de se fournir en contenu et d'attirer les regards des communautés concernées. Reste que certains des projets sont tombés à l'eau, à l'image de l'émission développée par Don Lemon, qui devait être au cœur de ce lancement. Après une interview qui n'a visiblement pas plu à l'homme d'affaires, l'ancien présentateur de CNN a été remercié. D'autres programmes sont néanmoins dans les tiroirs. TikTok, l'interdiction de l'application définitivement adoptée par le Congrès des États-Unis. Les États-Unis semblent arriver à la fin d'une longue affaire légale, car la première puissance mondiale souhaite depuis plusieurs années mettre fin à ce qu'elle considère comme de l'intrusion de la Chine dans la vie de ses concitoyens à travers la diffusion de la très populaire application TikTok. Et pour ce faire, les autorités du pays ont lancé un processus légal qui obligera Biden à vendre son application ou, dans le cas où cette obligation n'est pas respectée, à tout simplement être interdite sur le sol américain. Une étape
décisive vient d'être franchie. La Chambre des représentants avait déjà dit oui à la loi qui pourrait interdire TikTok. Un vote qui devait être encore validé par le Sénat des États-Unis. Ce qui vient d'être fait. Il y a une écrasante majorité de 79 pour et 18 contre. Reste maintenant à ce que le président des États-Unis ratifie la loi. Une formalité, Joe Biden ayant déjà auparavant annoncé qu'il apposerait son paragraphe au bas de la loi si le Congrès l'adoptait. Une fois ratifiée, cette loi donnera 9 mois à ByteDance pour vendre TikTok, une période qui pourra être étendue de 3 mois par Joe Biden. Les représentants du Sénat qui savent devoir faire face à un large et jeune public sceptique sur l'interdiction de TikTok ont tenu à expliquer qu'il ne s'agissait pas ici d'interdire un moyen pour les citoyens de s'exprimer ou pire, une concession aux réseaux médias sociaux américains, comme le précise le sénateur démocrate Mark Warner. Et je le cite, dans le contexte des réseaux sociaux utilisés par près de la moitié des Américains, il n'est pas difficile d'imaginer comment une plateforme qui facilite autant le commerce, le discours politique et le débat social pourrait être secrètement manipulée pour servir les objectifs d'un régime autoritaire qui a une longue expérience de la censure, de la répression transnationale et de la promotion de la désinformation. Près de 170 millions d'Américains utilisent à ce jour TikTok. L'application avait déjà tenté par le passé de calmer les craintes des autorités avec un projet d'hébergement des données des citoyens sur le sol des États-Unis. Ce qui n'a pas suffi, TikTok a aussi indiqué qu'il attaquerait la loi en justice à partir du moment où elle serait promulguée. Arc, un nouveau navigateur créé pour les Mac, débarque sur Windows. Le marché des navigateurs web sur Windows a longtemps été dominé par quelques grands noms tels que Chrome, Edge et Firefox. Ces plateformes ont évolué au fil des années et ont intégré de nouvelles fonctionnalités comme, par exemple, une barre d'adresse qui donne des résultats encore plus précis. Toutefois, la concurrence reste essentielle pour stimuler l'innovation et offrir des choix de plus en plus diversifiés des interfaces peut-être plus adaptées à des besoins spécifiques. Arc, un navigateur développé par The Browser Company et non par Apple, utilise Swift, un langage de programmation créé par ce dernier. Il propose une interface unique et des fonctionnalités avancées pour une navigation plus claire et organisée. Il intègre une barre latérale escamotable qui combine de façon très intuitive les onglets et les favoris. Cette innovation a pour but de simplifier la navigation sur web et aide à mieux gérer les tâches sur l'Internet. L'introduction d'Arc sur Windows n'est pas seulement importante en termes de compétitivité sur le marché des navigateurs. Elle est également marquante au point de vue technologique, notamment avec l'adoption de Swift, le langage de programmation développé par Apple. Ce développement est très intéressant car il ouvre la porte à une plus grande utilisation de ce langage dans l'écosystème de Microsoft. Le travail réalisé par The Browser Company pour intégrer Swift à Windows pourrait encourager d'autres développeurs à explorer ce langage. Il est considéré comme plus sûr pour la programmation d'applications. Il est intéressant de noter que cette transition vers des langages de programmation qui réduisent les risques d'erreurs de mémoire est encouragée par des autorités de haut niveau, notamment celle de la Maison-Blanche. En effet, ce dernier est intéressant car il prévient les risques de fuite de données, un critère qui prend toute son importance dans un climat actuel de cyberattaques en croissance. Steam, attention, la politique de remboursement d'un jeu se durcit. Depuis 8 ans, Steam choyait les joueurs avec une politique de remboursement ultra flexible. On pouvait se faire rembourser n'importe quel jeu acheté sans justification dans un délai de 14 jours et si on avait joué moins de 2 heures. L'arrivée des programmes d'accès anticipé a cependant introduit une zone d'ombre. Certains petits malins profitaient de cet accès pour jouer un maximum avant la sortie officielle, puis demandaient un remboursement. Eh bien, c'est du passé car Valve resserre pas les valves, mais les boulons de
de sa politique de remboursement. Concrètement, cela signifie que pour les jeux en accès anticipé ou en accès en avant-première, eh bien, tout le temps de jeu cumulé comptera dans la limite des 2 heures. Si vous dépassez ce quota avant la sortie officielle, vous ne pourrez plus demander de remboursement. La nouvelle politique protège les développeurs qui proposent des accès anticipés pour tester leurs jeux et récolter des retours constructifs des joueurs passionnés, et non pas pour offrir une version d'essai gratuite et sans engagement. C'est un point crucial car l'accès anticipé permet aux studios de financement d'améliorer leur création en fonction des commentaires de la communauté. Attention, il existe une exception. Les phases de bêta-test ne comptent pas dans le calcul des 2 heures. En effet, un bêta-test a pour objectif de trouver des bugs et d'améliorer le jeu avant sa sortie et non pas d'offrir un accès anticipé au contenu final. Au fond, cette mise à jour de la politique de remboursement de Steam vise un double objectif, limiter les abus et protéger les développeurs qui misent sur les programmes d'accès anticipé. Pour les joueurs, cela signifie qu'il faudra être plus vigilant avant de se lancer dans un accès anticipé. Assurez-vous d'être vraiment intéressé par le jeu avant de dépasser la limite des 2 heures, car il ne sera plus possible de faire marche arrière et de récupérer votre argent. Audacity passe à la version 3.5. Voilà une mise à jour qui devrait rester gravée dans les annales. Le célèbre et vieillissant logiciel d'édition audio Audacity succombe enfin aux sirènes du cloud. Depuis sa création en l'an 2000 quand même, Audacity s'est imposé comme un incontournable pour l'édition audio, offrant une palette d'outils performants et accessibles à tous. Cependant, à l'heure des serveurs et des solutions de stockage en ligne, la sauvegarde de projet dans le cloud demeurait jusqu'alors parmi les fonctionnalités absentes du logiciel. Fort heureusement, la version 3.5 vise à combler cette lacune en intégrant, en association avec la plateforme audio.com, un service de sauvegarde en ligne. Voici ce qu'indique la note de mise à jour publiée par Muse Group, propriétaire d'Audacity depuis bientôt 2 ans. Et je cite, « Nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud qui vous permet de sauvegarder vos projets Audacity sur audio.com. Cela vous permet de travailler depuis n'importe quel appareil, de partager, de collaborer avec d'autres et de restaurer les versions précédentes en cas de problème. L'activation de cette option demeure néanmoins facultative. Je l'ai vu ce matin, effectivement. En effet, lors d'un nouvel enregistrement, uniquement pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non sauvegarder vos projets dans le nuage ou localement sur votre ordinateur. Pour pouvoir en profiter, notez qu'il faudra obligatoirement disposer d'un compte sur audio.com. Cela vous permettra de sauvegarder gratuitement jusqu'à 5 projets dans le cloud pour un maximum de 2 gigaoctets. Pour celles et ceux désirant outrepasser ces limites, une formule payante, bien sûr, à 2,99 $ américains par mois, vous donnera accès à un nombre illimité de projets pour un maximum, cette fois, de 256 gigaoctets. Enfin, les créateurs professionnels pourront, quant à eux, jouir de 2 téraoctets de stockage contre la somme mensuelle de 14,99 $. Parmi les autres nouveautés de cette mise à jour, nous pouvons également souligner la présence d'une fonctionnalité permettant à Audacity de détecter automatiquement le tempo des boucles importées et de les ajuster pour qu'elles soient synchronisées. Une nouvelle application Sonos arrive avec son lot de nouveautés. Les utilisateurs d'enceintes connectées Sonos peuvent se réjouir. L'entreprise américaine opère enfin une refonte complète de son application. Une initiative importante et nécessaire car si le matériel est largement apprécié, c'est moins le cas du logiciel souvent critiqué pour ses problèmes de stabilité et son ergonomie médiocre. Bon. En d'autres termes, il était temps d'introduire de la nouveauté et revoir son fonctionnement. Je cite, « Il y a plus de 20 ans, nous faisions découvrir au monde l'univers de la musique en multi-pièces. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être présents dans plus de 15 millions de foyers. Forts de notre culture de l'innovation et des retours de nos utilisateurs passionnés, nous avons considéré qu'il était temps de modifier notre application, explique Patrick Spence, le PDG de Sonos. Ce dernier assure que la nouvelle application est plus simple à utiliser, mais également plus réactive et efficace. Cela passe par une meilleure intégration des plateformes de streaming musical, dont une centaine sont désormais prises en charge. Et je
cite, Sonos se démarque en proposant une plateforme ouverte qui offre une multiplicité de choix et propose un espace unique à partir duquel contrôler facilement votre système et organiser votre musique. Parmi les nouveautés, Sonos explique que la nouvelle interface est bâtie autour d'un écran d'accueil personnalisable qui regroupe l'ensemble des contenus et commandes. L'utilisateur peut épingler les services qu'il préfère, les contenus, mais aussi effectuer des recherches pour trouver un artiste, un podcast ou encore un morceau. Enfin, désormais, le contrôle du système se fait depuis l'écran d'accueil avec un swipe vers le haut pour visualiser chacune des enceintes appartenant à votre système Sonos. L'application web remplacera l'application Sonos actuellement utilisée sur les ordinateurs. Elle sera disponible en même temps que la nouvelle application mobile le 7 mai prochain. Un chien robot équipé d'un lance-flamme. L'entreprise américaine Throw Flame vient de lancer sur le marché américain un chien robot lance-flamme nommé Thermonator, disponible à la vente pour moins de 10 000 $, exactement 9 420 $. Ce robot, qui intègre des technologies avancées permettant de déclencher des incendies à distance, soulève évidemment de nombreuses préoccupations concernant ses utilisations potentielles. Au-delà de son lance-flamme intégré, Thermonator présente des spécifications techniques impressionnantes et peut donc être acheté tout à fait légalement aux États-Unis, où les régulations sur les lance-flammes sont beaucoup moins restrictives par rapport à d'autres pays, comme la France ou peu importe le pays, où un tel appareil est évidemment interdit. La fabrication du Thermonator n'est pas à mettre entièrement au crédit de Throw Flame. Le robot, sans le lance-flamme, est une machine de la société chinoise Unitree Robotics, spécialisé dans les robots quadrupèdes et depuis peu humanoïdes. Le robot en question est le GO2, un modèle commercialisé par Unitree à un prix de base avoisinant 1500 €. Ce dernier a ensuite été personnalisé par Throw Flame afin d'y rajouter un lance-flamme capable de projeter des flammes jusqu'à un peu plus de 9 mètres. Le pyromane Thermonator peut aussi atteindre la vitesse maximale respectable de 9,6 km/h. Bien que la société Throw Flame annonce commercialiser le Thermonator pour des usages légitimes comme l'agriculture, la conservation écologique ou bien encore le divertissement, son potentiel en tant qu'arme de guerre ou d'arme tout court aux mains d'inconscients ne peut être totalement ignoré. L'entreprise met tout de même en avant les capacités du robot à allumer des cibles à distance dans des conditions dangereuses. La machine étant dotée d'une technologie de visée laser et d'un lidar pour une précision accrue. Voilà qui n'est franchement pas très rassurant. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui, une autre fois, après 159 épisodes. J'espère que vous avez apprécié le contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, le 160e du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!